combler le déficit de protection financière en matière de santé. Donc, je serai votre modérateur pour cette session et nous avons un très bon parterre d'intervenants aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, sachez que ce webinaire sera enregistré pour la qualité sonore, vous êtes mis en sourdine. Si vous souhaitez rétablir le son pour poser une question, veuillez contacter le secrétariat d'A2I par le biais de la boîte de discussion ou par email. Pour toute question, veuillez utiliser la boîte de dialogue en ligne située sur votre droite. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent accéder à la traduction simultanée en français ou en espagnol, nous allons vous envoyer les informations dans la boîte de conversation. Et sachez aussi que ce dialogue va durer 60 minutes ou un peu moins, mais sachez que vous n'aurez pas de traduction après les 60 minutes. Ensuite, je suis vraiment heureux de savoir que nous sommes rejoints par Manuela. Manuela fait partie du secrétariat de l'AICA, notre partenaire dans l'organisation de ces dialogues. Et nous allons démarrer par quelques mots de bienvenue. Bienvenue Manuela, vous avez la parole. Merci Lucas. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire partie de ce dialogue passionnant, dialogue public sur le fait de combler le déficit de protection financière en matière de santé et élargir l'accès à l'assurance santé en temps de crise et au-delà. Donc, il est bon que nous ayons ce dialogue public sur ce sujet. En général, lorsque nous parlons de combler ce déficit au niveau de l'assurance, nous parlons en général des sinistres. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs déficits et nous avons pratiquement un tiers de couverture médicale en général. Et aussi, sachez que pour des questions de santé et d'assurance, il y a des déficits à combler. Et pour le premier point, c'est le niveau de stress, le niveau de dépenses en fait que nous avons sur les dépenses ménagères, mais aussi ce qui est important en ce qui concerne le déficit dont nous parlons, cela peut empêcher certaines personnes d'obtenir le traitement dont ils ont besoin parce que ce traitement n'est pas abordable sur le plan financier. Donc, ces aspects sont très importants à prendre en compte en ce qui concerne le déficit à combler, en ce qui concerne la santé. Donc, ici, sachez qu'il est important de parler des plus vulnérables parce que les dépenses en santé peuvent mettre ces personnes dans des aspects, dans des situations de pauvreté extrême. Aussi, nous avons l'objectif de développement numéro 3. Vous savez que le thème de l'année concernait naturellement ces ODD et l'ODD numéro 3 dit que pour assurer une santé pour tout le monde, quels que soient les âges. Donc, c'est un objectif important et il est important de penser à comment cette pandémie peut impacter cette situation. Donc, cette dernière décennie a été une décennie de progrès et cela pourrait avancer ou pas dû à la COVID-19. Donc, il y a eu des progrès au niveau de la santé maternelle et n'oublions pas les problèmes de vaccination qui font partie des questions sanitaires à travers le monde. Donc, la pandémie a impacté en général la santé en ce qui concerne deux points. Le premier, c'est qu'il a perturbé l'accès aux soins et parce qu'il y avait la question de savoir s'il fallait couvrir le risque des soins liés au COVID et aussi lorsque des personnes se retrouvaient dans des soins intensifs, il fallait savoir si ces frais devaient être couverts ou pas.
Donc, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point est que il y a des données en ce qui concerne l'espérance de vie qui sont de moins en moins disponibles. Donc, voilà les deux points que nous pouvons présenter ici pour l'instant. Aussi, pour ceux qui ont été durement impactés, il est il s'agit en réalité des infirmières, des personnes dans les hôpitaux en général. Les sages-femmes ont eu des difficultés à continuer à exercer pendant la pandémie et nous pouvons voir que, en particulier, il y a des limites vis-à-vis des capacités des agents de santé. Et cela a eu un impact sur la qualité des services de santé. Donc, pour conclure, et je voudrais vous souhaiter un bon dialogue sur ce déficit en matière d'assurance santé. Il faudrait donc investir dans la couverture sanitaire universelle. Et ce qui est très important, c'est notre santé. Et sur ce fait, je vais m'arrêter là et je vais dire merci à tous ces panélistes que nous avons aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci Manuela pour cette présentation qui plante le décor pour notre dialogue. Donc aujourd'hui, nous aurons un dialogue avec plusieurs intervenants qui vont aborder la question de la santé, de l'assurance santé dans les marchés en développement. Donc, notre première panéliste est Lisa Morgan, qui est spécialiste technique au niveau de l'organisation Impact Insurance Facility, où elle offre des conseils. Elle a plus de 20 ans d'expérience et provient de l'université de Woodwater et elle fait partie aussi de l'Institut des actuaires du Royaume-Uni. Bienvenue. Ensuite, nous avons Asita Rodrigo qui est le chef de la technologie et des produits au niveau de l'organisation BIMA et aussi il a plus de 20 années d'expérience dans les questions de technologie et de gestion de produits. Et il est un consultant en management et Asita vient de l'Université de Cambridge. Bienvenue. Et enfin, nous avons Randip Singh qui fait partie du département des intermédiaires au niveau de l'Inde et il a aussi beaucoup travaillé dans ce domaine. Il a une riche expérience dans le suivi des réglementations sur le site. Il est aussi un membre des groupes interministériels et fait partie de l'équipe de l'AICA. Aussi, il est post-gradué. Bienvenue à vous. Et maintenant, nous aimerons commencer ce panel. Comme Manuela l'a dit, les dépenses en matière de santé sont des difficultés pour les pays émergents et les dépenses liées à chacun sont énormes et ces nombres n'incluent pas l'impact de la COVID-19. Donc, il y a des efforts qui sont pris et il faut pouvoir faire en sorte que l'assurance santé soit accessible pour tous.
Et cela va nous emmener à parler de la question de mettre en œuvre des régimes de couverture d'assurance qui pourront prendre en compte la qualité. Donc, nous voulons nous focaliser sur les régimes publics d'assurance. Of low-income households in the most affordable manner, but it is also recognized that private and voluntary schemes can complement public options in an effective way. So starting with you, Lisa, at the ILO, you have been doing very interesting work on the question of public-private health insurance complementarity. Maybe you can start us off today by helping us understand how policymakers and development practitioners should think of the role of public and private health insurance schemes in addressing the financial protection needs in health of the most vulnerable, kind of what dimensions and functions to keep in mind. And maybe you can even provide us with a few cues as to how regulators and supervisors can ensure that public and private schemes are in fact complementary. And I understand you have prepared a few slides for your intervention, which we were happy to bring up now. Great, Lucas, thank you so much. That's a very good set of questions to start out with. And firstly, I just want to say that, as I'm sure most of you know, if health is an area that you're working in, health is very complex, and it was complex before the COVID pandemic. Donc, la santé est très complexe et cela était complexe avant le Covid et encore plus maintenant. Donc, pour démarrer, il faut chercher à comprendre en fait en quoi est-ce que cela est compliqué parce que la gestion de la santé est différente d'un pays à l'autre. Donc, il faut vraiment avoir une bonne compréhension de toutes ces dimensions et ce n'est pas juste un seul système à considérer parce que chaque pays a ses systèmes de gestion et ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le financement, tout cela est à prendre en compte. Donc, mon premier message est que si les décideurs et les praticiens doivent travailler ensemble, ils devraient le faire. Aussi, comme il a été dit, je vais passer donc à la prochaine diapositive. Donc, comme il a été dit, j'ai travaillé dans un projet dans le système de santé dans différents pays et je ne vais pas forcément présenter tout ce que j'ai à dire sur ces diapositives, mais juste pour vous dire, pour illustrer le point que j'ai abordé tout à l'heure. Ici, c'est le Ghana. Et comme vous pouvez le voir, ce que nous avons essayé de faire, c'est de créer un lien entre ces diapositives et surtout faire une cartographie de la manière dont les flux financiers se font. Et comme vous pouvez le constater, d'un pays à l'autre, c'est totalement différent. Donc, il faudrait commencer par comprendre qui sont les acteurs principaux et aussi, il faut comprendre le type de dépenses liées à la santé. Donc, voici une cartographie de tous les régimes qui peuvent exister. Mais j'aimerais aussi dire que chaque pays a ses particularités, que ce soit sur le plan privé ou public, il y a des particularités d'un pays à l'autre. Donc, nous allons passer à une autre diapositive, celle-ci. Donc, aujourd'hui, ce que vous pouvez constater, c'est que la plupart des pays ont un agenda de sorte à faire en sorte d'être alignés sur la politique mondiale. Il y a une définition qui est donnée par l'OMS, donc tout le monde devrait pouvoir accéder à la santé quand elle le souhaite et quand il le faut, sans pour autant que cela soit très coûteux pour eux. Donc, il faudrait donc pouvoir interpréter ce que cela signifie d'un pays à l'autre, parce que chaque pays a ses particularités. Et comme vous savez, c'est un cube important pour l'OMS qui décrit en quoi la santé publique, tenant compte des réalités fiscales, il faut savoir qui va bénéficier en fait de cette couverture
d'assurance. Donc, quand vous regardez cette boîte bleue, il faut savoir que tout le monde, normalement, devrait avoir bénéficié de cette couverture santé. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des ressources limitées et pour cela, ce serait une bonne idée de ne pas dupliquer ce que le gouvernement peut offrir. Donc, il est très difficile, pas impossible, mais il est très difficile de d'avoir des politiques d'assurance durable pour tous les pays en même temps. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que il faut pouvoir couvrir les frais d'assurance des patients qui sont admis à l'hôpital et ceux qui n'y sont pas. Donc, les points principaux ici, c'est la sélection. Donc, il y a des personnes qui pourraient bénéficier d'assurance et pour certaines personnes, c'est difficile de pouvoir en bénéficier. Donc, en réalité, il n'est pas possible de le faire avec la, la santé parce qu'on a besoin, on a besoin de pouvoir offrir des subventions qui permettent à ces personnes de bénéficier de cette couverture d'assurance. Donc, ce que l'expérience nous montre, c'est que ces différents produits ont pu apporter avec succès une couverture d'assurance dans ces différents pays. Donc, on prend par exemple le cas de certaines femmes qui ont pu bénéficier de ces produits d'assurance qui étaient adaptés à leurs conditions. Parce qu'en réalité, le montant à payer est fixé à l'avance. Donc, pour ceux qui sont internés dans les hôpitaux publics, il est important de pouvoir trouver un moyen de pouvoir leur donner une assistance. Donc, vous pourrez voir sur cette diapositive que nous essayons de créer une inclusion sanitaire pour tous. Donc, pensez aux différents avantages que nous puissions ajouter de manière holistique. Et ce que ce puzzle montre, c'est que les services de santé doivent voir dans quelle mesure tout le monde pourrait être intégré dans une couverture d'assurance médicale. Aussi, il faudrait pouvoir créer un équilibre vis-à-vis de ces services. Donc, ces différents services ont été beaucoup populaires pendant cette pandémie. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez vous référer à cette information que je viens de partager. Merci Lisa. Je pense que la question de services à valeur ajoutée sont importants et on en parlera dans les discussions à venir. Mais permettez-moi de vous poser une question sur les produits d'hôpitaux. Je sais que vous avez une étude sur ce point à travers le monde et que vous, vous avez réussi en fait à faire une mise à l'échelle de de ces différents produits. Mais j'aimerais savoir quels sont les, les, les résultats préliminaires que vous pouvez partager avec nous sur cette question. Donc, que peuvent faire les décideurs vis-à-vis de cette situation? Très bien. Ben, Lucas, je pense que c'est une bonne idée pour moi pour commencer par expliquer ce que cela signifie, pour que tout le monde puisse comprendre. Il est très important de pouvoir décrire ce que cela signifie. Donc, c'est un produit où
les patients qui sont en interne, en général, dans un hôpital public, en général, ce qui va se passer, donc nous avons donc un plan de protection sociale. Donc ce dont vous allez avoir comme avantage, c'est que les coûts des soins seront pris en compte parce que les avantages en numéraire en général prennent en compte les frais de transport et aussi pour des personnes qui ont perdu leur emploi, cela pourrait leur permettre de pouvoir avoir une compensation financière par rapport à la perte de salaire. Donc voici un peu l'avantage que ce produit peut couvrir. Donc en général, ce qui se passe, c'est que ces avantages peuvent être peuvent se faire, peuvent être offerts même si la personne a été internée pendant plusieurs jours. Donc, en ce qui concerne une autre perspective, c'est pas un produit très facile et- parce qu'en réalité, cela est fait longtemps à l'avance. Donc, il est important de savoir que pour les personnes qui ont des revenus très faibles, par exemple, ils pourraient bénéficier d'opportunités à travers des microfinances, mais il y a des difficultés à considérer. Et quand il s'agit de la distribution de ces produits, et cela est très important, comment il faut éduquer les personnes sur les questions d'assurance. En général, avec les banques, ce qui se passe, c'est que il y a, il peut y avoir des conflits et le régulateur peut se lier avec le ministère de la Santé et promouvoir un environnement propice pour que ces produits soient développés et puissent connaître un franc succès. Donc, à travers nos recherches, nous avons essayé d'identifier 6 hôpitaux de ce genre. Et ce que nous avons constaté, c'est que pendant la pandémie COVID, il y a eu plusieurs changements au niveau du produit de sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre. Par exemple, certains produits avaient des exclusions vis-à-vis de la COVID-19 et aussi le temps d'attente. Pour certains produits, il y avait un temps d'attente qui allait d'1 mois à 2 et ces durées ont dû être annulées à cause de la pandémie. Aussi, nous essayons de s'assurer que la question liée à la maternité puisse profiter de ces différents avantages. Et aussi, nous faisons en sorte que les différents praticiens, les nutritionnistes puissent offrir ces différents avantages. Parce qu'en général, la plupart des personnes se retrouvent un peu sceptiques vis-à-vis de certains de ces soins. Aussi, il faut pouvoir se focaliser sur les produits digitaux. Donc, nous constatons aussi que les fournisseurs de liquidités pour les hôpitaux pourraient aussi faire en sorte de partager des informations sur comment rester en bonne santé. Et ce que nous avons aussi compris avec ces différentes recherches, c'est que certains clients ont été payés sur le champ et d'autres ont été payés en seulement 2, 3 jours. Et ça, c'est un avantage important.
Donc, merci pour ces contributions. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des difficultés en termes de distribution et aussi qu'il y a un besoin de produits digitaux. Et je pense que cela sont deux points importants, deux observations importantes que je peux noter qui nous permettent de passer au prochain panéliste. Je vois, vous êtes le chef au niveau des produits et de la technologie chez Bima. Et je pense que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce que Bima fait, ce que Bima offre comme gamme de produits, comme innovation, s'il vous plaît. Euh, et cela pourrait nous permettre de comprendre ce que vous faites au niveau des marchés émergents. J'espère d'abord que vous pouvez m'entendre parfaitement. Merci. Lisa a bien présenté ce que nous faisons en réalité parce que ce qu'elle a abordé correspond un peu à ce que BIMA fait. Donc, BIMA offre des services dans 9 régions de l'Afrique. Donc, c'est un produit combiné. Sur les questions d'assurance et ce que Lisa a eu à présenter, c'est important. Donc, en ce qui concerne les services médicaux, si vous regardez les différentes diapositives, vous allez voir que les services à valeur ajoutée sont importants et en addition à cela, nous avons pu offrir des conseils en matière de santé, des services hors ligne, des services qui ont pu offrir des informations importantes sur ce secteur. En général, les clients ont des revenus assez bas et la santé et les soins sont en général inaccessibles pour ces personnes. Donc, comment nous faisons pour qu'ils puissent en bénéficier? Nous savons que ce secteur est plein de personnes qui viennent de secteurs différents. Donc, les primes que nous offrons en général nous savons que les primes les primes d'assurance ne sont pas forcément accessibles à tous. Donc, ce que nous faisons, c'est à travers cette technologie que nous pouvons intégrer des solutions qui vont faciliter l'accès à ces financements. Donc, si vous manquez, par exemple, un paiement, ce que nous pouvons offrir, c'est que si vous manquez un ou deux paiements, nous ne supprimons pas votre police d'assurance. Donc, en réalité, on ne peut pas ouvrir des services de manière professionnelle, mais nous allons le couvrir en combinant l'assurance et la télémédecine. Donc, vous pouvez avoir malgré tout une couverture malgré le fait que vous ayez manqué un ou deux paiements. Donc, nous offrons des polices assez simples et le niveau d'assurance, de compréhension est important parce que toute la famille peut profiter de ces avantages pour le même prix. Et c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette offre. Aussi, nous regardons le type de technologie qui est utilisée en termes de distribution par nos clients. Nous utilisons les technologies qu'ils ont, mais pas la technologie que nous souhaitons qu'ils utilisent. Et c'est cela qui est important. C'est ce que nous avons pu réussir sur le terrain dans les pays émergents. Il y a des micro-paiements, des paiements qui se font à travers le téléphone mobile. Donc, vous voyez que nous n'avons pas besoin de téléphone de haute génération pour cela. Donc, nous avons pu intégrer notre solution au mobile money
pour que les personnes puissent toujours payer leurs services. Et dans les marchés les plus avancés, nous avons des passerelles qui permettent d'accéder de réaliser les paiements à travers des cartes. Donc, quel que soit l'endroit où nous sommes, tout ce que nous faisons peut être accessible par tous en nous appelant à travers notre centre d'appel. Et ce que nous mentionnons aussi, c'est que nous n'offrons pas seulement des services digitaux, mais ce sont des services où il y a des personnes qui vont offrir des services à travers ces supports digitaux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous essayons de mettre cela à l'échelle parce que nous avons une compréhension des difficultés de paiement de nos clients et aussi ils ont souvent besoin de d'assurance et de télémédecine pour pouvoir faire face à leurs différents problèmes. Donc voilà un peu ce que nous avons pu faire dans certains pays. Merci pour ces informations. S'adapter aux réalités des clients est une manière importante de fonctionner et cela est très intéressant de vous entendre le dire. En ce qui concerne la question de la réglementation, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que, qu'est-ce- quels sont les défis principaux du régulateur? Et j'aimerais bien savoir comment résoudre ces différents défis. Bien sûr, Luc, je pense que le point principal, c'est que nous avons un service multidimensionnel. Et l'un des défis importants n'est- est de savoir en fait quelles sont les réglementations que nous devons respecter. Donc, tous nos services médicaux sont offerts par des professionnels, par des médecins professionnels agréés, certifiés dans les différents pays. Et là où nous offrons des assurances, des polices d'assurance, nous respectons naturellement la réglementation des différents pays. Et cela est la règle que nous devons respecter. Par exemple, dans certains endroits, nous offrons des services et dans certaines zones, nous utilisons la même technologie pour pouvoir accéder aux cartes de crédit. Et c'est en cela que certains banquiers ont un intérêt sur notre solution. Et enfin, nous offrons des soins de qualité. Et dans certains territoires, cela est divisé entre des services médicaux normaux ou des services de télémédecine et les régulateurs eux-mêmes ne savent pas quel type de réglementation il faudrait mettre en place pour la télémédecine. Donc, dans certains territoires, nous travaillons avec les régulateurs pour pouvoir mettre en œuvre ces réglementations parce qu'elles n'existent pas. Donc, nous sommes l'une des organisations à offrir des services qui peuvent être payés par téléphone et qui sont combinés à une prime d'assurance. Donc, nous aimons travailler avec les régulateurs, mais lorsqu'il n'y a pas de régulation, lorsqu'il n'y a pas de réglementation ou que les réglementations sont hors de leur contexte, nous sommes au milieu pour pouvoir apporter des solutions. Et je sais qu'il y a un bon nombre de représentants des différents pays ici, donc je ne vais pas citer de nom, mais je vais juste vous donner des exemples que nous avons vécus l'année dernière. Donc, dans un des territoires, nous offrons des services par des docteurs qui sont certifiés, mais nous n'avons pas pu le faire parce que la réglementation ne pouvait pas nous donner quelles règles appliquer en matière de télémédecine. Donc, pour ces docteurs que vous trouvez dans les cliniques, qui travaillent dans les différentes cliniques, ils offrent les mêmes services que ces derniers. Donc, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour pouvoir voir s'il est nécessaire d'avoir des exigences supplémentaires. Et dans un autre exemple, deux régulateurs ne pouvaient pas s'accorder sur le fait que nous puissions offrir des services d'assurance aux abonnés.
donc aux souscripteurs. Donc, on nous donnait des solutions explicites pour tout paiement, mais cela n'était pas faisable parce que ils appliquaient des réglementations pour différents contextes et cela n'était pas intéressant pour les différents types de clients que nous avions. Et ce qu'il faut savoir, cela aussi dépend des... i- Dans le troisième exemple, nous avons été examinés comme une banque, alors que nous ne faisons rien, comme nous n'offrons pas de services bancaires. Et cela, ils se sont dit que nous le faisions parce que nous obtenions des paiements à travers des, des banques. Donc, nous ne nous, nous avons besoin de réglementation assez claire. Ça, c'est clair. Nous sommes d'accord sur ce point, raison pour laquelle nous devons parler avec ces régulateurs. Nous voulons échanger avec vous, comprendre quels sont vos problèmes et aussi, je pense, pour pouvoir comprendre que tout le monde travaille avec ces différents services, avec ces autorités de régulation, il faudrait qu'on puisse échanger clairement de sorte à connaître les lignes à ne pas dépasser, les lignes de démarcation en fait à respecter en matière de réglementation. Donc, c'est très, très, très intéressant et je vois que c'est l'un des points clés que nous souhaitons aborder dans cet échange. Et c'est bon que les différents régulateurs puissent échanger avec vous pour trouver les solutions qu'il faut qui soient adaptées aux différents marchés. Et cela est vraiment important d'en parler. Car il est important de pouvoir offrir des services similaires à travers ces différents pays émergents. Aussi, vous avez dit que la pandémie COVID a favorisé la télémédecine et la digitalisation de tout cela depuis l'année dernière. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous donner un aperçu de l'impact du COVID sur la stratégie que vous avez développée en ce qui concerne la manière de pouvoir offrir ces couvertures d'assurance? Absolument, Luc. Euh, dans une situation où un bon nombre de personnes ont pas facilement accès aux soins, la question est comment élargir cette couverture. Et il fallait vraiment investir dans notre technologie euh, parce que pour nous, le plus important, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ce service. Aussi, euh, il faut pouvoir offrir des services, quel que soit l'endroit où les personnes sont. Et c'est l'équation que les gens oublient. Donc, comment vous faites en sorte que les docteurs puissent travailler à distance, pas seulement parler de pouvoir avoir accès aux patients à distance. Aussi, la couverture pendant la pandémie était importante à prendre en compte. Et comme Lisa l'a dit, il fallait trouver des bénéfices en matière, des avantages en matière de liquidité et aussi il fallait pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir confiance dans ce processus de vaccination aussi. Donc, nous avons offert des informations à travers des SMS, à travers notre plateforme aussi, sur comment vous pouvez réduire le risque des infections COVID. Mais cela signifie aussi que nous réalisons que nous avons un pouvoir dans le fait de donner des orientations sur ces questions liées à la santé. Nous ne parlons pas seulement que du COVID. Donc, collecter les données sur les problèmes primaires de santé que rencontrent nos clients au quotidien. Donc, nous avons offert des conseils à ces différentes personnes
Donc, voici un peu le fait, c'était de valider notre modèle de distribution et accélérer le processus de décision pour pouvoir atteindre le maximum de clients. Et aussi, il faut savoir que nos avantages doivent être personnalisés et apporter une valeur à ces différents clients. Merci, merci pour ces informations. Et nous avons parlé de l'importance de ces différents mandats. Et sur ce, je voudrais donner la parole à notre prochain panéliste, Randip, qui représente IRDAI. Donc, je pense que vous pouvez d'abord commencer par expliquer, partager votre expérience, présenter IRDAI en matière de réglementation en Inde et parler naturellement de ce régime public d'assurance. Dans un premier temps, bonjour, bonsoir à tous. Merci Lucas, merci de me donner cette opportunité et je pense qu'il y a eu des échanges excellents à travers tout ce dont nous avons parlé et en tant que régulateur, nous avons une empathie vis-à-vis des problèmes qui ont été rencontrés par tous. Donc, en ce qui me concerne, nous faisons une réglementation sur toute la chaîne de valeur. Depuis la distribution d'assurance, nous faisons une réglementation du marché de l'assurance. Nous faisons une réglementation des entreprises d'assurance et les parties tierces, les administrateurs sont aussi pris en compte dans nos contrôles. Donc, il y a plusieurs mécanismes que nous suivons et qui sont en général faits sur le site ou en dehors du site. Et en ce qui concerne de ce qui se fait en dehors du site, il y a un bon nombre d'informations que que nous faisons en sorte d'examiner, que nous analysons, nous regardons en fonction des différents indicateurs. Et sur le site, comme vous pouvez le savoir, nous avons une sorte d'inspection en ligne qui se fait désormais grâce du fait de la pandémie. Nous ne visitons pas en face à face ces différentes assurances, mais nous gérons ces différentes transactions à distance pour s'assurer qu'ils sont en conformité avec cela. Donc, avant de leur donner une licence, nous faisons des diligences raisonnables, nous faisons des rapports comme il se doit sur eux, sur leur performance, sur la base d'un certain nombre de critères. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le processus d'approbation de ces différents produits qui sont lancés dans le marché indien ont besoin d'une autorisation préalable avant qu'ils soient présentés aux clients. Cela pour s'assurer que les intérêts des clients sont protégés. Aussi, nous assurons qu'il y a un bon code de conduite pour ces différents prestataires, de sorte que toutes les plaintes des clients soient adressées correctement. Un point important aussi, c'est que les personnes qui sont en dehors de ce régime de réglementation, les prestataires et les laboratoires, nous avons essayé de manière unique, parce que dans notre pays, nous n'avons pas un régulateur en réalité. Dans ce que nous avons fait, nous avons créé une organisation qui enregistre tous les prestataires en assurance et nous leur conseillons d'avoir un conseil de sorte que le minimum de soins soit respecté au niveau des différents hôpitaux. Aussi, de manière générale, je dirais que c'est le cadre dans lequel nous travaillons en ce qui concerne l'assurance. Merci beaucoup, Randy. Euh, Peut-être que vous pouvez aussi nous dire, dans votre conversation, vous travaillez beaucoup avec le public et nous aimerons savoir aussi
ce que vous faites en fait sur ce plan. Merci Lucas. Et j'aimerais aussi me référer au document de Lisa. La couverture universelle d'assurance, tout cela est important dans le marché indien. Vous savez, vous avez un régime public à un certain niveau pour les personnes les plus pauvres. Et en dehors de cela, nous avons des produits qui sont des produits de couverture pour ces personnes. Donc, l'individu peut acheter cette couverture si si cela leur convient. Aussi, il y a un produit populaire dans le pays pour lequel nous avons donné notre validation et cela permet aux clients et aux décideurs de pouvoir les utiliser. Aussi, nous avons des produits qui sont en développement qui permettent de voir comment la consultation avec le médecin peut être couverte. Et nous travaillons aussi sous la supervision de l'autorité de régulation pour voir en quoi ces primes d'assurance peuvent être élargies à ces décideurs. Et aussi, il y a un processus de crowdfunding, donc de financement participatif que nous sommes en train d'examiner, bien qu'il soit à leur stade initial. Aussi, nous avons des orientations en ce qui concerne le bien-être, donc des services qui pourront prendre tout cela en compte et cela devrait être opérationnel. Aussi, nous essayons de pousser le client à vivre de manière saine pour pouvoir réduire le montant des primes d'assurance. Donc, voici ce que nous essayons de faire. Nous sommes sur le point d'harmoniser ces formats de sorte à ce que le temps de traitement soit réduit au minimum. Nous avons aussi développé une orientation qui nous permet, que ce soit dans le secteur privé ou public, de pouvoir donner les données qu'il faut pour pouvoir mettre à jour toutes ces informations. Donc, en réalité, nous, en tant que RDA, nous avons travaillé à élargir la couverture d'assurance dans notre pays. Donc, merci pour ces solutions que vous réussissez à offrir et je pense que cela est vraiment intéressant. Et j'ai quelques questions à chacun d'entre vous, mais je vais saisir l'opportunité pour que les participants puissent poser des questions. Et Donald Connor, il dit que c'était des discussions intéressantes et il a par contre une question sur la question de la confiance qui est un problème fondamental dans cette industrie. Donc, comment faire face à cela? Donc, cette question est ouverte à tous. Sur un plan commercial, je peux répondre à cette question parce que c'est un problème clé chez nous. Sachez que dans les marchés européens développés, il faut savoir que les marchés, la connaissance est un peu faible dans ces pays dans lesquels nous opérons. La première des choses, c'est l'éducation. Ensuite, des réglementations qui sont mises en vigueur. Ce sont des éléments qui peuvent bâtir la confiance. Donc, c'est un bénéfice important pour nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes à l'aise sur ce point de la réglementation. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire qu'il faut croire en ces personnes, mais l'éducation est importante parce que lorsque nous parlons des informations élémentaires sur l'assurance, nous
ne mentionnons pas simplement que nous offrons des services parce que c'est un avantage que tout le monde comprenne l'importance de l'assurance. Donc souvent, nous ne mentionnons pas seulement qui nous sommes en réalité. Nous donnons juste les informations pour ces personnes et peut-être que plus tard, nos équipes commerciales rentrent en contact avec ces personnes pour pouvoir aborder le volet commercial. Donc voici les 2 points clés que je pourrais aborder. Et je voudrais aussi en rajouter qu'il faut s'assurer qu'il y a une réglementation assez claire lorsque un produit est validé. Et cela est important pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Ce que nous avons aussi constaté, c'est que la meilleure manière de pouvoir bâtir la confiance, c'est que l'assurance doit faire ce qu'elle a à faire. Si elle offre des services qui sont bons, à travers le bouche à oreille, leurs services seront répandus partout. Donc, en réalité, il faudrait faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit facile pour une compagnie d'assurance de pouvoir tenir parole. Donc, cela est très simple. Faites seulement ce que vous pouvez faire. Dites seulement ce que vous pouvez faire et c'est ainsi que vous allez pouvoir bâtir une confiance entre vous et vos clients. Donc, nous essayons à notre niveau de travailler sur cette zone d'action et c'est en cela que nous voulons que les régulateurs puissent rendre les choses un peu plus faciles pour nous. Nous essayons d'offrir un pool de services et nous voulons pouvoir faire en sorte que le processus de plainte aussi soit pris en compte. Et lorsque les services liés aux plaintes sont faits par une partie tierce, cela peut rendre les choses souvent un peu compliquées. Donc, nous devons faire en sorte que ce processus de prise en compte des plaintes soit fait de la manière la plus simple possible. Donc, ce que je pourrais ajouter, c'est que nous avons conçu des produits standards qui ont été lancés sur le marché et souvent, il y avait des confusions sur ce qui devait être couvert ou pas. Et sur cela, nous avons développé une page d'information pour que le client puisse comprendre ce qui est couvert et ce qui est exclu de la couverture médicale. Donc, dans nos orientations, dans nos directives, nous expliquons clairement quels sont les éléments qui peuvent être exclus de la police d'assurance. Et aussi, nous avons mis en œuvre des orientations sur le temps lié à l'autorisation de la prise en charge, par exemple. Donc, tous ces paramètres ont été pris en compte et certains pays se sont rendus compte que c'était intéressant. Donc, voilà comment bâtir la confiance. Ce n'est pas forcément la meilleure manière, mais en tant que régulateur, cela relève de notre responsabilité. Et comme Lisa et Randy l'ont dit, nous voulons vraiment travailler avec nos partenaires dans l'industrie de l'assurance pour que les termes soient faciles à comprendre. J'ai eu une conversation récemment avec Androita où nous devions exclure certaines informations parce que personne ne pouvait me dire en fait ce que cela signifiait. Donc nous avons souvent des terminologies qui sont difficiles à comprendre. Donc, nous ne voulons pas avoir des conversations aussi difficiles avec les clients. Donc, j'aime travailler avec les assureurs de sorte à ce que les terminologies soient les plus simples possibles pour le type de client avec lesquels nous travaillons. Et cela va vraiment contribuer à bâtir la confiance entre les clients et nous. Aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a des choses que nous pouvons faire en matière d'éducation, en s'assurant, par exemple, que nous pouvons traduire ces informations dans des langues locales et s'assurer que ces personnes comprennent véritablement ce qu'elles achètent. Et aussi, il faut faire partie
du régulateur en s'assurant que les clients connaissent effectivement les compagnies. Et aussi, nous devons faire en sorte que tout soit simple. Donc, ce sont des informations, des observations intéressantes, faire en sorte que le produit apporte une valeur ajoutée aux clients et qu'il soit facile à être utilisé. Donc, vous avez mentionné le point de l'éducation et je pense que cela est très important. Et aussi, le régulateur doit pouvoir apporter une bonne supervision des services qui sont offerts pour pouvoir bâtir la confiance entre les clients et les compagnies d'assurance. Donc, si quelqu'un veut ouvrir son micro et poser ses questions, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Donc, j'aimerais savoir, ou bien revenir rapidement à Randip. Nous savons que l'Inde a été impactée sévèrement par la pandémie l'année dernière et jusqu'à présent. Donc, j'aimerais savoir, dans ce contexte, vous avez été très actif vis-à-vis de la crise. Donc, quelles sont les actions que vous avez pu mener dans cette situation, s'il vous plaît? On aimerait bien le comprendre. Merci. Sachez que nous, lorsque la pandémie nous a touchés, c'était un peu difficile, mais nous nous sommes rendus compte que vu la taille de la population, il fallait aller vite. Donc, très rapidement, nous avons, dans un premier temps, développé des produits en association avec les assureurs. Nous avons conçu des produits dans une période d'un à un mois et demi et ces produits ont été lancés. Et comme vous savez, cela a été intéressant pour le marché et qui ont été appréciés par les clients qui voulaient avoir davantage de couverture vis-à-vis de cette maladie. Ensuite, nous avons euh, rendu facile les paiements de ces polices d'assurance parce que c'était difficile pendant la pandémie de pouvoir se rendre physiquement pour pouvoir faire des paiements. Donc, nous avons permis qu'il y ait des paiements partiels pour pouvoir réduire la charge financière du client dans l'acquisition de ces produits. Aussi, nous avons donné des autorisations temporaires pour les différents hôpitaux, de sorte que tous ceux qui travaillent dans ces différents centres médicaux puissent bénéficier du traitement complet sans pour autant être exclus de cette police d'assurance. Et comme vous l'avez dit, le temps d'autorisation de prise en charge avant de bénéficier des soins était important à prendre en compte. Et nous avons fait en sorte que des médecins puissent expliquer les polices d'assurance convenablement aux clients, de sorte que les gens sachent comment se protéger et aussi vraiment éduquer ces personnes. Donc, voici les éléments que nous avons pu mener pour que l'on puisse profiter de l'expérience des assureurs en Inde. Merci pour ce partage. Nous n'avons plus d'autres questions dans la boîte de conversation. Je vois une question de Donia. Vous dites que vous avez eu du succès à travailler avec cet régulateur sur la clarté des réglementations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait à ce niveau? Oui, dans un territoire africain, nous avons travaillé avec un régulateur national pour voir en réalité ce qui est exigé en ce qui concerne les services médicaux ruraux. Donc, il était important pour nous de pouvoir conseiller
dans ce marché et nous sommes ouverts aussi à apporter nos conseils dans dans tous les pays d'ailleurs. Merci à Sita. Donc, nous avons excédé le temps qui était prévu. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vois que nous avons encore une question additionnelle. Donc, sur le plan de vue de BIMA, est-ce que vous diriez que les personnes, le personnel médical développe des réticences à utiliser la télémédecine? Bah, écoutez, nous, pas vraiment, parce que tous nos services sont offerts par des médecins et dans chaque territoire, il faut savoir que dans certains services, cela est vu, la télémédecine est vue comme une menace, mais en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que les services médicaux sont offerts par ces mêmes médecins. Donc, en réalité, cela ne pose pas une menace pour la profession. Merci Asita pour cette question. Donc, sur ce, nous n'avons plus suffisamment de temps. Donc, nous aimerions vous dire merci. Et aussi, il faut savoir que dans le contexte de la pandémie, il était vraiment important de nous adapter. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci à Lisa, Sita, Randip. Sachez que ce webinaire a été enregistré et nous allons vous partager le lien par la suite. Et les diapositives seront partagées aussi sans aucun souci. Et aussi, nous vous invitons à regarder notre site web pour avoir plus d'informations sur les événements à venir. Sur ce, merci encore et à bientôt. Merci beaucoup, Lucas. Combler le déficit de protection financière en matière de santé.